Second débat tout de suite dans ce sens public consacré au cabinet de conseil. Les conclusions de la commission d'enquête du Sénat dénonçant, je cite, un système tentaculaire et opaque sont devenus un enjeu de cette campagne présidentielle. Et hier soir, deux ministres ont tenté de décoller le sparadrap du costume d'Emmanuel Macron. Samia de Chir. Dégonfler la polémique à tout prix. Hier, Amélie de Montchalin et Olivier Dussopt ont organisé une conférence de presse de dernière minute. Devant les journalistes, ils sont revenus sur le recours au cabinet de conseil, à qui le gouvernement a versé plus d'1 milliard d'euros l'an dernier, d'après les révélations du Sénat. Une pratique normale, d'après les ministres, qui assurent que ces cabinets n'ont eu aucune influence sur les décisions de l'exécutif, se bornant à un simple rôle de conseil. Jamais. D'abord, on se cache derrière un cabinet de conseil pour prendre une décision. Jamais on laisse la décision à une autre personne qu'un ministre ou qu'un directeur d'administration qui est dans des prérogatives très claires d'application de ce qui est sa responsabilité. Et donc la première chose que moi je suis venu vous dire ce soir, c'est que nous ne nous sommes pas dessaisis de nos responsabilités. Les ministres n'auraient rien à cacher de leur recours au cabinet de conseil qui ont fait l'objet de 4 mois d'enquête par le Sénat. Le gouvernement a fait toute la transparence sur l'ensemble des informations qui ont été demandées par la commission d'enquête. Tous les chiffres ont été donnés, tous les contrats, tous les bons de commande ont été transmis, toutes les productions internes ont été communiquées. Ce sont des milliers de courriers électroniques. Cette opération de déminage fait sourire Éliane Assassi, la rapporteure de la commission d'enquête du Sénat à l'origine des révélations. Des révélations qui visent en partie le cabinet McKinsey, soupçonné de ne pas payer l'impôt sur les sociétés en France et dont l'un des dirigeants a soutenu la campagne d'Emmanuel Macron il y a 5 ans. Je trouve que la mise en scène d'hier soir était assez incroyable, c'est-à-dire 2 ministres en pleine période électorale, à quelques jours du premier tour de la présidentielle, qui se croient obligés de venir défendre l'indéfendable. S'ils devaient faire la transparence, qu'ils nous donnent l'entièreté des livrables, qu'ils nous disent si c'est avéré que McKinsey ne paie pas d'impôts depuis au moins 10 ans, qu'ils nous disent si McKinsey fait l'objet d'un contrôle fiscal et depuis quand. Voilà, donc il y a encore beaucoup d'opacité sur cette affaire. Une loi est désormais en préparation au Sénat pour mieux encadrer et contrôler le recours au cabinet de conseil par le gouvernement. Elle devrait être présentée à l'automne. Et on débat autour de cette polémique McKinsey, le sparadrap d'Emmanuel Macron pour l'interrogation. Voilà le titre de ce débat et je vous présente mes invités, nos invités. Gilles Clavreul, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes délégué général de l'Aurore, cercle de réflexion républicain et progressiste et auteur de ce livre Dans le silence de l'État, publié aux éditions de l'Observatoire. Antoine Rouget, bonsoir, vous êtes journaliste à Mediapart et vous venez de publier un article sur les relations entre le cabinet McKinsey et Emmanuel Macron. C'était ce jeudi après-midi. Mathieu Courtecuisse, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, investisseur à la tête du cabinet de conseil en stratégie, en intelligence artificielle SIA Partners et président de Syntec Conseil. C'est le syndicat qui représente les cabinets de conseil en France. C'est la fédération Syntec. C'est ça, voilà. Syntec, on dit ça, Syntec, on va prononcer ça à la française. Ouais. Syntec Conseil, c'est une fédération. Laetitia Krupa, éditorialiste politique, toujours à mes côtés. Il n'y a rien à cacher, les règles ont été respectées. Qu'est-ce que vous pensez de cet axe de défense du gouvernement? Hier, je rebondis sur la conférence de presse des deux ministres. Ce qu'il y a, c'est qu'on sentait depuis quelques jours qu'il fallait monter au créneau du côté du gouvernement pour tenter d'éteindre l'incendie. La petite flamme au début, mais qui est en train de prendre des proportions quand même importantes. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est très complexe, qui est tout à fait légitime parce que l'utilisation, le recours à des prestations externes par l'État, par la puissance publique en général, c'est un vrai sujet. Évidemment, on n'est pas dans le contexte absolument idéal à 10 jours du premier tour de la présidentielle pour poser des questions très très compliquées dans les conditions de sérénité, de neutralité, d'objectivité les meilleures. Mais bon, c'est comme ça, il faut bien répondre et maintenant il faut mettre un certain nombre de choses sur la table, certainement. Oui. Et c'est l'occasion de débattre aussi sur l'affaiblissement de l'État. Ce sera l'un de nos thèmes et pourquoi finalement, au-delà du cas Macron, des ministres ont tendance à faire appel au cabinet de conseil. Mathieu Courtecuisse, sur le principe, on peut tout à fait défendre cet appel au cabinet de conseil, à l'expertise, en transformation que vous pouvez avoir sur des cabinets, sur des compétences spécifiques. Est-ce que vous pensez quand même, parce que j'imagine que vous avez épluché le rapport de la commission d'enquête du Sénat, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des abus potentiels dans l'usage de ces cabinets de conseil par l'État ?
Dans ce rapport intéressant du Sénat, il y a aussi une part qui concerne l'évaluation d'un panel de missions qui ont été réalisées, et ces missions étaient plutôt bien notées, entre 4 et 5 sur 5 pour plus des 3/4. Donc ça veut dire par rapport à un besoin qui a été exprimé, il y a une réponse qui a été apportée et qui a été jugée plutôt satisfaisante. Nous, on est un peu étonnés de l'accusation d'opacité de notre profession, parce que d'abord ces chiffres qui correspondent à ce qui a été publié par le Sénat et confirmé par le gouvernement, nous on les donne depuis plus de 20 ans sans aucun problème. Donc, c'est-à-dire que chaque année on peut savoir ce que la dépense publique donne entre guillemets au cabinet de conseil. Voilà, alors on ne le donne pas évidemment cabinet par cabinet, puisque nous on donne le marché, mais on le donne aussi non seulement pour l'État, mais aussi les collectivités territoriales. Or, la commission sénatoriale a refusé d'examiner la dépense de conseil dans les collectivités territoriales. Qu'est-ce que ça représente en proportion? Parce qu'on parle d'1 milliard pour l'État, c'était combien les collectivités territoriales? Alors, il y a le sujet de l'assiette où on n'est pas tout à fait d'accord non plus avec le Sénat, parce que dedans, ils intègrent la réalisation d'outils informatiques. Or, la commission avait pour objet d'étudier l'influence sur les politiques publiques. Il ne me semble pas que réaliser une application informatique, l'exploiter, la maintenir, ça soit très en lien avec une influence. En plus, c'est pas forcément les mêmes entreprises qui font ça. Donc, en gros, ce que confirme le rapport du Sénat et ce que confirme le gouvernement, on est autour de 400 à 500 millions par an de dépenses de conseil en stratégie et en management pour l'État. Il y a en plus de ça entre 100 et 150 millions qui concernent les collectivités territoriales, et cette partie-là est en croissance. Moi, je note quand même qu'il y a, je ne fais pas de politique, mais il y a apparemment 2 candidats à la présidentielle qui sont à la tête de collectivités territoriales. Et enfin, je dirais qu'il y a aussi... Qui utilisent donc les cabinets de conseil. Moi, par exemple, mon cabinet a déjà travaillé pour la région Île-de-France suite aux attentats terroristes du Bataclan, pour faire l'analyse des sentiments des touristes chinois sur les 10 monuments principaux de la région parisienne. Vous voyez, pour anticiper la baisse de la fréquentation. Et ensuite, il y a les opérateurs, donc la CNAM, le Pôle emploi, etc., qui représentent à peu près 200 millions. Alors, faut comparer avec les autres pays, parce que c'est pas un cas isolé, la France. Et ce que dit aussi le rapport du Sénat, c'est que au fond, par exemple, si on compare avec l'Allemagne, c'est un facteur 3 ou 4. Donc, c'est 3 fois plus ou 4 fois plus en Allemagne. D'accord. Voilà. Idem pour le Royaume-Uni. Je ne parle même pas des pays nord-américains. Ouais. Bon, ok, on va... Est-ce que dans votre exercice de transparence, vous publiez aussi les fiches d'impôts ? C'est-à-dire, est-ce qu'on sait qui paye ses impôts? Bon, alors ça, Laetitia, c'est bien, mais sauf que ce thème-là, il vient un peu plus tard dans le débat. Donc on y reviendra sur la question, et notamment de McKinsey. Est-ce que McKinsey paye ses impôts en France ou pas? Mais c'est une bonne question, hein, donc on va la poser. Mais je voudrais quand même entendre Roger. On va venir au contenu de votre dernier article, mais peut-être d'une manière générale, quand vous abordez le dossier, qu'est-ce qui vous surprend, qu'est-ce qui vous choque dans l'enquête de la commission du Sénat et dans les premières révélations qui sont faites? Ouais, je trouve qu'il est extrêmement intéressant dans le rapport du Sénat de voir, c'est un effet d'accumulation, et je pense que c'est ça qui... C'est pour ça que l'opinion s'en empare, au-delà du contexte électoral, etc. C'est-à-dire que la question des cabinets de conseil, elle n'est pas nouvelle. L'importance des missions, de certaines missions des cabinets de conseil, voire le rôle stratégique qui leur est parfois confié au détriment finalement de circuits de décision au sein de l'appareil d'État, c'est pas nouveau. Il y a eu des questionnements, déjà des enquêtes qui ont été publiées là-dessus. Mais là, c'est vrai que le rapport du Sénat vient donner une épaisseur à ce questionnement-là, et avec des exemples très concrets qui sont extrêmement marquants. On va parler après d'échelle et du fameux milliard d'euros avec finalement des interprétations différentes au regard notamment Emmanuel Macron et son entourage le rappellent, au regard de la dépense publique en France, et donc explique que ça représente 0,3% de la dépense totale, de la masse salariale de l'État. Mais ce qui est extrêmement ce que retiennent les citoyens et qui se sont intéressés à ce sujet-là à l'aune du rapport du Sénat, c'est des exemples extrêmement concrets, par exemple sur l'éducation nationale, sur l'hôpital, sur la santé, là où on a vu, y compris dans la crise Covid récente, que l'État était complètement démuni. Quand on voit que des cabinets de conseil, on pourra citer McKinsey, mais d'autres,
touchent 500 000 euros, par exemple, sur des missions dont on peine à évaluer le contour et qui sont pointées clairement identifiées par la commission d'enquête sénatoriale. On comprend d'un côté le pouvoir politique en place disent mais ça représente rien, 500 000 euros au regard de ce qu'on dépense, etc. Mais à l'inverse, on voit le ressenti. Surtout si on a l'impression que le rapport est creux, je vais dire ça comme ça. En l'occurrence, c'était celui sur l'éducation nationale. Exactement. Vous faites référence. On y reviendra. Allez, parlons des impôts. Laetitia, vous n'étiez pas loin du moment où je voulais l'évoquer dans ce débat. Oui, bien sûr. Avec d'abord ce que nous dit le Sénat. Et ça concerne là le cabinet McKinsey, soyons précis. Impôt sur les sociétés, 0 € depuis au moins 10 ans. Chiffre d'affaires en France, 329 millions d'euros. 600 salariés. Depuis, McKinsey a réagi en disant notamment qu'une de ses filiales a payé l'impôt sur les sociétés pendant 6 ans en France sur la décennie concernée. Si j'ai bien compris, Mathieu Courtecuisse, c'est ce qu'on appelle les prix de transfert versés par les entités françaises à leur maison mère pour minorer leurs résultats et donc payer moins d'impôts en France. Point 1, parce que c'est quand même important de le rappeler, est-ce que c'est légal ? Alors c'est tout à fait légal, soumis à certaines conditions. Ouais. Alors moi je connais pas la situation fiscale de McKinsey en particulier, je peux vous parler de la mienne. Ouais. Donc moi j'ai créé mon entreprise, on est 2500 personnes dans le monde, un peu plus de 1000 en France, 50% hors France. Et donc le siège, donc qui est en France, facture des prix de transfert pour des services, des prêts de consultants à mes autres entités dans le reste du monde. Et donc en fait moi je majore mon résultat en France et je minore mon résultat dans d'autres pays. Donc ça, c'est la même chose partout. Ouais. Mais donc c'est effectivement un moyen légal, on l'a bien compris, mais pour McKinsey de minorer son chiffre d'affaires français pour payer moins d'impôts en France. Pas son chiffre d'affaires, sa profitabilité. D'accord. Mais encore une fois, ça va dépendre des sièges d'origine des différentes entreprises. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans la balance des paiements en France, les flux qui reviennent parce qu'on a beaucoup de grands groupes en France qui rapatrient des prix de transfert et des dividendes. Et les flux financiers en France, entre ce qui est en moins pour les filiales françaises des groupes étrangers par rapport à ce que les groupes français rapatrient, la balance est positive pour la balance des paiements. Et donc, faut savoir aussi que ces conventions qui touchent au prix de transfert, elles font l'objet d'accords bilatéraux entre les pays concernés. Donc, il faut prendre la réflexion dans son ensemble. Ouais. Je comprends que c'est une question complexe et, comme je disais, c'est une passion française. Mais non, parce qu'au-delà de la passion française, on peut considérer choquant qu'une entreprise comme McKinsey fasse en sorte de payer le moins d'impôts en France, surtout quand elle gagne pas mal d'argent avec l'État. Alors, ça, je dirais qu'en fait, encore une fois, moi, je ne veux pas me prononcer sur ce cas en particulier. Oui, mais quand vous représentez la fédération, voilà. Et d'ailleurs, merci d'accepter l'invitation, parce que c'est pas si facile d'obtenir des gens pour défendre les cabinets de conseil en ce moment dans les débats sur ce thème. Je ne fais que ça. Mais en fait, le siège de McKinsey est basé aux États-Unis. Il y a un certain nombre. Enfin, là, le rapport de la commission montre que d'ailleurs, il y a pas mal de cabinets de nationalités différentes qui travaillent auprès de l'État. Mais les plus gros montants, en fait, sont davantage vers les cabinets français que vers des cabinets étrangers. Ouais. On va venir à la question des conflits d'intérêts et au cœur de votre article, mais je voudrais vous entendre, Gilles Clavreul, sur la thématique centrale, qui est d'ailleurs celle de votre livre, Dans le silence de l'État. Ça pose en creux la question de l'efficacité ou même de la reconnaissance des administrations centrales par l'opinion, par leurs ministres. C'est vraiment une question centrale. Oui, alors en fait il y a deux choses assez différentes sur lesquelles d'ailleurs pour moi le rapport, même s'il y a plein de choses dedans, n'est pas complètement satisfaisant. Il y a la question d'éventuelles malversations, abus, etc., ou conflits d'intérêts. Là-dessus, il est tout à fait légitime qu'on s'en préoccupe, mais il n'y a rien de très très tangible à ce stade. En tout cas, moi, j'ai pas repéré. Des rapports pas très bons, voire franchement mauvais. Oui, ça, il y en a quelques-uns qui sont pointés. C'est pas la majorité des cas, mais il y en a. Alors là, évidemment, ça pose la question de comment ça a été piloté, qu'est-ce qu'on fait pour éventuellement récupérer l'argent du contribuable. Mais enfin, c'est relativement marginal. Et puis, il y a la question de l'opportunité, véritablement. Et ça, le rapport n'y répond pas vraiment, en fait. On a l'impression qu'on est un peu dans une position dogmatique en disant l'État ne doit pas recourir à des prestations de conseil.
C'est pas vrai, parce qu'en réalité, dans bien des cas, il en a besoin. Il peut pas faire autrement. Y compris, Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les expertises. Alors, soit il n'y a pas l'expertise et il n'y a pas lieu d'avoir une expertise au sein de l'État de manière permanente. Et le sujet informatique est un bon sujet parce qu'il faudrait en fait des bataillons d'ingénieurs en permanence que vous recrutez, que vous formez, etc., que vous gardez pendant 40 ans, mais que vous n'allez pas utiliser de manière permanente entre deux projets de rénovation informatique. Donc on fait appel à des expertises qu'on n'a pas à l'État, et c'est normal, et c'est moins cher au total pour un produit fini qui va être en principe meilleur. Pareil quand vous avez des montées en charge extrêmement rapides ou des situations de crise. Je dirais que plutôt le fait qu'il y ait eu des carences au début de la gestion du Covid dans certains dispositifs, c'est plutôt en appui d'un recours à un prestataire externe, par exemple pour gagner du temps sur des chaînes logistiques qui n'existaient pas, importer des situations qui ont lieu ailleurs. Donc là, dans ces cas-là, l'utilisation du conseil est pertinente. En revanche, le problème, c'est quoi ? Quand l'État ne sait pas vraiment ce qu'il veut, ou qu'il a besoin, ou la puissance publique, parce que c'est la question des collectivités locales, et c'est vrai que c'est un peu dommage, n'est pas abordé. Ou bien il ne sait pas vraiment ce qu'il veut, et il attend que le consultant le lui dise, ou bien il sait ce qu'il veut, mais il a peur de ne pas être légitime, et en quelque sorte, il va chercher une expertise pour se légitimer. C'est des problématiques d'ailleurs qui existent pareil dans le secteur privé. Il y a un sociologue qui s'appelle François Dupuis, qui a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Lost in Management, qui est passionnant. Il décrit ça, effectivement, des consultants qui apportent littéralement la stratégie que les patrons n'arrive pas à trouver. Lorsque l'État est un peu embrouillé dans ses objectifs ou qu'il n'arrive pas à légitimer les décisions impopulaires, difficiles, complexes techniquement pour le public ou pour ses propres agents, alors en effet il y a une tentation du recours au Conseil. C'est là qu'il y a un problème éventuel. Et il y a un bon cas d'école. Je rappelle, simplement pour qu'on reprenne conscience du travail de la commission d'enquête, ces chiffres sur le nombre d'auditions, le nombre de personnes entendues, 40 auditions, 47 personnes entendues, 7300 documents analysés, 4 mois d'enquête. Et puis alors il y a eu des échanges qui étaient particulièrement intéressants, et on va faire un focus sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la question de l'éducation nationale. Écoutez, ce face-à-face entre Éliane Assassi, qui est sénatrice communiste de Seine-Saint-Denis, qui est rapporteur de la commission, et le directeur associé de McKinsey au bureau de Paris. Regardez. Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 € pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? Il s'agissait d'une part de travaux de benchmarking, de comparaison, de quelles avaient été les évolutions faites par un certain nombre de pays européens pour anticiper les évolutions du métier d'enseignant, et donc réfléchir à un certain nombre de thèmes de réflexion qui étaient prévus pour la tenue d'un séminaire avec les responsables enseignants qui était prévu en février 2021. Vous l'avez évoqué, la question des notes. Alexandre Poussard, vous pouvez nous rejoindre, parce qu'effectivement, ce rapport, comme tous les autres, il est noté. Ça fait partie, je trouve, des informations assez savoureuses de ce rapport de la commission d'enquête. Les travaux des cabinets de conseil sont notés. Effectivement, chaque mission confiée à un cabinet de conseil est notée par l'État, et il y a des missions qui sont vraiment mal notées. On va prendre quelques exemples. Par exemple, une mission réalisée par le cabinet Capgemini pour organiser ce qu'on appelle la communauté 360. C'est un réseau de professionnels pour soutenir les personnes en situation de handicap. La note donnée à cette mission, 1 sur 5, commentaire cinglant, je le cite, valeur ajoutée quasi nulle, contre-productif parfois, mais peut-on lire dans l'évaluation, les consultants étaient des personnes de bonne compagnie. Alors une mission avec un coût de 280 000 €, ça fait quand même un petit peu cher pour la bonne compagnie. Autre fiasco, une mission confiée au cabinet Inops pour transformer la direction générale des entreprises. C'est l'une des directions les plus importantes de Bercy, le ministère de l'économie et des finances. Mission pareille, noté 1 sur 5 dans l'évaluation faite par l'État, avec l'appréciation suivante: manque de rigueur, absence de pilotage par le manager, nombreux livrables, c'est-à-dire les documents produits par le cabinet d'une qualité irrecevable. Et le problème, c'est que cette mission a coûté à la puissance publique 373 000 €. Mais il y a quand même des missions qui sont pas trop mal notées, et pourtant, si on va avoir l'appréciation, ça en dit long sur le travail effectué, c'est ça ? Oui, quand on regarde dans les détails de l'évaluation, eh bien, il y a à redire avec, par exemple, le cabinet Roland Berger qui a effectué une mission sur le projet des 1000 premiers jours de l'enfant. En gros, c'est la politique de la petite enfance du quinquennat d'Emmanuel Macron. La mission effectuée par ce cabinet a été notée avec la moyenne, 2,5
sur 5, mais le commentaire est plutôt négatif. Pas au niveau. La valeur ajoutée sur le scénario de chiffrage n'est pas à la hauteur, je cite, d'un cabinet de stratégie. Le coût de cette mission, 425 000 euros. Et puis enfin, regardons une mission confiée là encore au cabinet Capgemini pour créer la direction numérique du ministère de l'Intérieur. La note est de 3 sur 5, mais en réalité, cette mission a eu, je cite, un faible apport sur le fond. Les consultants ont eu une expertise limitée apportée sur la transformation numérique et un manque de souplesse face aux imprévus du projet, avec là encore une addition salée à 342 000 euros. Merci Alexandre. Alors vous voulez me dire, Mathieu Courtecuisse, qu'on a montré que les exemples négatifs, c'est ça? Parce que vous disiez que globalement c'était mieux noté. Si vous faites la réponse à ma place, pourquoi pas. Mais j'anticipe. Non, mais effectivement, on parle souvent on parle rarement des trains qui arrivent à l'heure et voilà. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que nous on est révocable ad notam, hein, c'est-à-dire que une mission, quand elle se passe pas très bien, le pouvoir du client, le privilège de l'acheteur, c'est d'arrêter cette mission, contester son paiement et surtout de révoquer potentiellement le cabinet de conseil. Et nous on est tout à fait ouverts à ces évaluations. D'ailleurs, la plupart de nos clients privés font exactement la même chose. Nos missions sont extrêmement souvent évaluées et donc on n'a aucun problème avec ça. Et les capacités contractuelles qui sont offertes à l'État sont tout à fait flexibles. Est-ce qu'il faut changer finalement? Parce que la question c'est, est-ce que même quand c'est pas bon, on continue de faire travailler certains de ces cabinets de conseil? Peut-être je ne sais pas si c'est une espèce de routine ou de force de l'habitude qui a été prise par certaines administrations? Oui, c'est possible. Il faudra regarder en détail, administration par administration. Solution de facilité en quelque sorte, quoi. Peut-être, ou tout simplement parce qu'il n'y a pas tant de cabinets qui peuvent répondre à un moment donné à un besoin, à une commande précise. Et puis, les conditions contractuelles sont quand même beaucoup moins souples que dans le privé. On est encadré par le Code des marchés publics, qui est globalement très contraignant. Et tous les acheteurs publics vous le diront, peut-être pas en on, mais ils vous le diront en off. Et donc, on a un cadre contractuel qui n'est pas si protecteur que ça pour la puissance publique. Alors, on va parler maintenant de cette question d'éventuels conflits d'intérêts, ou en tout cas de la proximité entre Emmanuel Macron et le directeur associé de McKinsey, Karim Tadjeddine. C'est évidemment au cœur des conséquences politiques de ce dossier. Y a-t-il conflit d'intérêts? Écoutez, Éric Zemmour ce matin, c'est sur RTL. Emmanuel Macron a utilisé une vingtaine de membres du cabinet McKinsey pendant sa campagne électorale de 2017. Ils l'ont fait à titre gratuit, donc c'était déjà une illégalité puisque on sait le prix de ses conseillers et ils n'ont pas travaillé gratuitement. Et comme par hasard, parce que vous me dites que ça existait avant, oui, mais les chiffres parlent. En 2018, on paye à McKinsey, l'État paye à McKinsey 300 millions d'euros. Votre journaliste l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est 1 milliard. Comme retour d'ascenseur, on fait difficilement mieux. Je pense qu'Emmanuel Macron, là, a renvoyé l'ascenseur à McKinsey qui a travaillé gratuitement pour sa campagne. Alors, en l'occurrence, il y a une erreur, parce que les 1 milliard, c'est pas seulement McKinsey, évidemment, c'est plusieurs cabinets de conseil. Bon, on a bien compris. McKinsey, c'est moins de 1% de la dépense d'accord. publique. Donc là, il y a déjà une erreur qu'il faut évidemment pas laisser passer. Mais sur la gratuité des services, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça fait partie de votre enquête? Je repars de zéro, parce que Éric Zemmour a l'habitude quand même de raconter absolument n'importe quoi, donc vaut mieux repartir sur une base factuelle saine. Ce qui s'est passé en 2016 et en 2017, c'est qu'effectivement un certain nombre de consultants, dont des partenaires de McKinsey, dont le directeur associé Karim Tadjeddine qu'on a vu tout à l'heure, ont participé à la campagne d'Emmanuel Macron. Comment on l'a su? C'est grâce au Macron Leaks, cette fuite d'emails de la campagne dans laquelle on a vu apparaître des emails, des adresses mail professionnelles du cabinet McKinsey. À quoi on travaillait et sur quoi ont travaillé ces consultants? Ils ont travaillé notamment sur l'organisation de la Grande Marche et le traitement des données issues du porte-à-porte réalisé par les militants en 2016. La réponse de Karim Tadjeddine, on en est là aujourd'hui, c'est de dire qu'il avait commis une erreur en utilisant son adresse mail professionnelle. Donc on peut en déduire que les autres salariés de McKinsey l'ayant fait regrettent aussi d'avoir utilisé leurs adresses mail, et d'expliquer qu'il le faisait bénévolement et qu'il travaillait bénévolement en dehors de ses heures de travail en tant que soutien d'Emmanuel Macron. Là où ça commence à être intéressant et troublant, c'est que on s'est rendu compte qu'au même moment, McKinsey avait également offert des prestations pro bono
donc sans rémunération et sans contrat, à Emmanuel Macron quand il était encore ministre de l'économie et des encore finances, avant, en 2015, au moment où il y avait quand même les réunions préparatoires pour la création d'En Marche. Il y avait des rendez-vous à Bercy auxquels Karim Tadjidine a participé, et McKinsey a délibérément choisi d'offrir des prestations et de réaliser des prestations pro bono auprès d'Emmanuel Macron, d'après des témoignages qu'on a recueillis au sein de McKinsey, dans une stratégie d'influence à l'égard du ministre futur candidat. Donc il y a quand même un questionnement. En 2015, ils ne peuvent pas anticiper sur le fait qu'il soit candidat. Non, mais il y a les réunions préparatoires du lancement d'En Marche. Et évidemment, on ne peut pas imaginer à la fois qu'il sera candidat et élu dans des circonstances exceptionnelles président de la République. Mais en revanche, Emmanuel Macron, ministre de l'économie et des finances, représente déjà un avenir politique certain, et surtout une adéquation en termes de philosophie et de compréhension et de ce qu'est l'État et le rôle de l'État et des cabinets de conseil Emmanuel Macron a une vision très libérale, surtout au sein du camp qu'il représente à l'époque, le Parti socialiste, etc. Et donc il y a à la fois cette opportunité d'encadrer cette personnalité politique montante, dont on sait qu'elle va jouer et être amenée à jouer un rôle important dans les années à venir, liée au fait qu'en plus on partage une même idéologie et vision de l'État. Alors il y a pas mal de tiroirs à ouvrir sur les questions de la gratuité, sur la stratégie des cabinets de conseil. Vous voulez réagir? Je vous donne la parole pour commencer. Oui, parce que là où je vous suis, Antoine Rouget, c'est je crois qu'on touche au fond du sujet. Si cette polémique fait autant de buzz, c'est parce qu'elle touche à quelque chose qui est assez fondamental pour les Français, c'est que l'État, c'est l'État. Et l'État, c'est pas les intérêts privés. Et les Français sont historiquement, culturellement attaché au fait qu'il y ait une séparation assez stricte entre la chose privée et la chose publique. Là où peut-être je vous suis moins, il y a un terme charnière dans votre développement, c'est le terme d'influence. Et j'ai envie de vous retourner la question, influence, pourquoi faire en fait? C'est-à-dire quel était l'intérêt de McKinsey dans ces opérations de pro bono? En fait, il y en a deux. Si je mets de côté les interventions personnelles des associés qui peuvent s'impliquer en politique, c'est leur droit. Il peut y avoir deux types d'intérêts, soit faire du business après, et là il n'est pas spécialement établi que McKinsey a particulièrement bénéficié, plus que les autres, plus que d'autres cabinets, des prestations futures. Puis de toute façon, c'est encadré par des marchés, donc par des marchés, des grands marchés publics. Donc ça veut dire appel d'offres. Ou alors il y a une autre, peut-être à ça que vous pensiez un peu plus, l'idée que McKinsey au fond participe de la propagation d'une idéologie plus favorable au marché, plus libérale. C'est peut-être ça que vous vouliez dire. Bon, là, c'est une affaire d'appréciation politique. Pourquoi pas? Mais on n'est plus du tout, vous voyez bien, on n'est plus du tout dans le débat de malversation, de collusion, etc. C'est autre chose. C'est un autre débat. Plus intéressant d'ailleurs, et c'est pour ça que j'aime, si on peut espérer quelque chose, que le débat se déplace ou se rehausse vers des sujets de principe de cette nature. Est-ce que vous parlez de malversation? Non, on ne parle pas de malversation, on parle d'un contexte qui est extrêmement intéressant à analyser à l'aune des révélations faites par la commission sénatoriale. Vous dites que McKinsey n'a pas spécialement profité. Il y a notamment sur les questions de prestations pro bono, il y a quand même une recommandation extrêmement forte du Sénat qui est de prohiber, surtout dans ce registre-là, quand on est sur les prestations qui devraient être payantes, ce type de prestations gratuites. Et d'ailleurs, hier, Olivier Dussopt et Amélie de Montchalin ont tenté finalement d'éteindre la polémique sur cette dimension-là en disant qu'effectivement, ça devait être dès lors totalement encadré et que pour des prestations absolument exceptionnelles. Parce que parmi les prestations pro bono quand même qui ont été réalisées et qu'on apprend encore une fois dans le rapport de la commission d'enquête sénatoriale, il y a un sommet en 2018 organisé par la présidence de la République, Tech for Good, je crois, auquel participe McKinsey à titre totalement gracieux. Et la retombée, on la voit immédiatement, c'est que quelques mois plus tard, quand McKinsey va répondre à un appel d'offres de l'UGAP, la centrale d'achat de l'État, on va mettre parmi les éléments valorisant McKinsey, la capacité pour McKinsey d'inviter les cadres de l'UGAP à des événements auxquels ils participent en co-organisateur à la présidence de la République. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu de notoriété, voire commerciale, que tirent ces cabinets de conseil à travers ces prestations pro bono. Mais l'essentiel, c'est que l'État il trouve son compte. En fait, c'est ça qui doit être déterminant.
qui cherchent, qui fassent leur business, ça me paraît normal. Oui. Mais il faut que l'État y trouve son compte, c'est ça l'important. Mathieu Courtecusse, question précise sur justement les contrats pro bono, c'est-à-dire le fait de travailler gratuitement. Alors ça peut sembler paradoxal aux profanes, puisque à la fois on reproche à l'État de dépenser trop d'argent pour les cabinets de conseil, et puis aussi on reproche de les faire travailler gratuitement. Mais est-ce que c'est légal? Là aussi je pose un peu les mêmes questions. Est-ce que c'est courant? Et est-ce que, alors la question elle est triple, hein, vous allez avoir du temps pour répondre, et est-ce qu'il y a peut-être, ce que vous dites, une stratégie d'influence derrière? C'est-à-dire on rend la personne à qui on offre cette prestation gratuite, on le rend redevable. Alors, la proposition de la commission du Sénat, c'est la nôtre, en fait. D'accord, qui a été reprise à la suite de mon audition au titre donc de Syntec. Oui. Le premier point, c'est que nous, en tant que syndicat, on est contre toute mission pro bono pour les partis politiques. D'accord. Déjà, donc ça, c'est très clair. Partis politiques, pas forcément administration. Pour les administrations, nous, on a proposé de basculer sur un régime qui s'appelle les conventions de mécénat. Parce que les conventions de mécénat, elles permettent de déterminer un délai de viduité à la fin de la réalisation d'une mission. C'est-à-dire que vous dites, sur un périmètre donné, pendant 1 an, 2 ans, vous n'avez plus le droit d'avoir la moindre activité rémunérée pour cette entité. Et c'est quelque chose qui existe déjà beaucoup avec les musées, dans le secteur des associations et dans le cadre de l'éducation. Et on propose de déployer ce dispositif auprès de l'État, et comme ça sera cadré complètement. Ouais, donc vous admettez le fait que ça a besoin d'être cadré? Ah oui, tout à fait. Ouais. Non, on n'a aucun problème avec ça. Et pour les femmes politiques directement, c'est possible? C'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que, alors, enfin, je disais parti politique, mais oui, au parce sens. Que parti politique, ça peut être. J'avoue que maintenant, on ne sait plus trop ce que c'est qu'un parti politique, mais c'est vrai que non, nous, on a clairement indiqué que pour adhérer au Syntec, il n'est pas possible de travailler pro bono pour les partis politiques. De toute façon, la question du pro bono pour les partis politiques, elle est tranchée de toute façon par les lois de financement de la vie politique. Il est absolument interdit. Ce serait un don de personne morale et donc c'est totalement interdit. Donc vous dites qu'il y a une stratégie d'influence. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, ça dépend des sujets. Évidemment, nous, en fait, alors par rapport à un besoin qui est exprimé mission par mission, je dirais, nous. En gros, on formule des recommandations et sur la base de ces recommandations, eh bien, les clients vont décider de ce qu'ils vont choisir comme scénario. Il est vrai que parfois, dans la façon de présenter les différentes options, il peut y avoir un biais de présentation. Et ça c'est une réalité parce que les consultants sont aussi des personnes humaines. Et donc, il peut y avoir une forme d'influence qui peut s'exercer y compris dans la formulation de propositions. Ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, on l'a reconnu sans problème. Mais c'est ce qui se passe aussi dans le secteur privé, etc. C'était pas ma question, en fait. Est-ce qu'en offrant une prestation, on cherche à gagner de l'influence auprès d'une personnalité politique et donc d'y trouver son intérêt de business, quoi. Alors, aujourd'hui, quand on fait une mission pro bono, on a le droit, effectivement, de s'en servir comme référence. Voilà. Donc ça, c'est un point intéressant. Donc c'est exactement ce que vous avez signifié. Donc c'est quelque chose qui peut tout à fait avoir un intérêt. Par exemple, mon cabinet a réalisé une mission pro bono pour réfléchir à comment on peut déployer les bornes de véhicules électriques dans tout le pays. Donc là, c'était la modélisation de flux pour une mobilité non programmée. De toute façon, l'État n'a pas forcément vocation à avoir son infrastructure de véhicules électriques. Et donc, on a fait cette mission-là pour, réunir l'ensemble de la filière et avoir une discussion autour du sujet. Ouais. Ça pose aussi la question de l'influence politique des cabinets de conseil. C'est-à-dire que quand on parle par exemple d'une réforme, d'un ministre qui veut lancer une réforme, qui va chercher l'expertise ou l'aide d'un cabinet de conseil, à quel point le cabinet de conseil influe sur le contenu de ce qui est de la politique pure? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça, je suis un peu circonspect là-dessus parce que les cabinets, a priori, ont surtout pour objet de gagner de l'argent. Oui. Ce qui est, après, on en pense quoi? Pas forcément de faire de la politique, quoi, c'est ce que vous voulez dire. A priori, non. Alors, on peut, évidemment, de manière un peu plus large, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut leur prêter l'intention d'être plutôt en faveur de politique libérale, de flexibilité du marché, et par voie de conséquence, de manière indirecte, de répondre à ce que souhaitent les entreprises d'une manière générale. Ça, ce ne sont pas forcément des gros mots, ne l'oublions pas. Oui, et puis d'abord, ce ne sont pas effectivement, ce ne sont pas des gros mots. C'est pas tellement la puissance des cabinets qu'il faut redouter, c'est la faiblesse de l'État. Encore une fois, moi je reviens à ce thème-là, c'est-à-dire que le recours, un peu par facilité, en effet de temps en temps, à des consultants, peut être la recherche d'une légitimité qui est défaillante
ou bien la recherche de solutions qu'on a du mal à trouver parfois. Il y a un bon cas d'école qui est d'ailleurs dans le rapport du Sénat, la crise sanitaire, le tout début de la crise sanitaire, l'appel à, en l'occurrence, McKinsey, oui. Qui travaille aussi pour un labo qui s'appelle Pfizer. Enfin bon, voilà, donc ça pose peut-être d'autres questions de conflit d'intérêts, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est parce que l'État se dit, je ne sais pas gérer l'urgence, je ne vais pas jamais m'en sortir tout seul? Comment vous l'analysez? Il y a plusieurs niveaux, en fait. Il y a des choses que l'État, dans cette crise sanitaire, ne savait absolument pas faire de toute façon, ouais. Depuis longtemps. Il y a une question de montée en charge ultra rapide. Là aussi, vous êtes face à l'urgence. Bon, je regrette, mais dans ces cas-là, on part au plus pressé. Et si la meilleure solution disponible, elle est sur le marché, on va la prendre. Je trouve ça logique. On était vraiment dans une situation de tension. Enfin, je rappelle qu'il fallait quand même, les hôpitaux étaient saturés, etc. Après, ce que ça a révélé aussi de manière indéniable, c'est qu'on a laissé des pans entiers du système sanitaire se paupériser. Ça, c'est vrai. On l'a vu en termes à la fois de moyens, de ressources, et aussi en termes d'organisation. C'est-à-dire qu'on a vu que le système des agences régionales de santé était pas assez réactif, ça fait pas bien gérer les crises. Donc on s'est retrouvé dans le très très court terme à devoir gérer une situation révélatrice de difficultés structurelles. C'est ça le vrai problème en fait. Et alors je reviens quand même à ce qui est, on a intitulé ça le sparadrap d'Emmanuel Macron, sa réponse en termes de communication, Laetitia Crupin, on voit que c'est pas simple, quoi. Non, c'est pas simple. On voit surtout une fébrilité du président sortant. Et quand je vous écoute, monsieur, et vous aussi, je me dis, ok, c'est un système qui existe, qui est finalement pas si développé que cela quand on regarde nos voisins européens, qui existe depuis surtout Nicolas Sarkozy, qui dans les pays anglo-saxons est bien plus développé qu'en France. Ok, alors où est le problème? Et quand j'écoute la réponse du gouvernement qui s'est faite en plusieurs temps. D'abord, on a envoyé au front sur la question des impôts parce que c'est la plus sensible Bruno Le Maire qui dit écoutez, on n'a pas de leçon à avoir sur l'évasion fiscale. Ça fait 5 ans qu'on lutte contre l'évasion fiscale. Ok, mais ensuite, quand on voit Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui va dans un deuxième temps prendre la parole, c'est lui, candidat à sa réélection, qui va répondre. Et on sent que l'équipe et lui-même est fébrile. Pourquoi? Parce qu'ils savent que cette polémique peut enfler à tort ou à raison. Et en tout cas, lui recoller cette étiquette du président des riches et peut-être ce parfum de scandale d'État qui est scandé par toute l'opposition, évidemment, qui s'est engouffré et qui est en plus amplifié par la loupe médiatique. Il faut absolument s'en écarter le plus possible. On a 10 jours du premier tour. Écoutez la réponse d'Emmanuel Macron. C'était sur le plateau de France 3 dimanche dernier. Il n'y a aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Mise en concurrence, transparence, responsabilité de celles et ceux qui signent. Donc tout est clair là-dessus. Non mais donc, oui, sinon c'est du pénal. D'accord. Et donc que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Alors sur le non-paiement de l'article, donc le non-paiement de l'impôt sur les sociétés. Non mais là, faut être très clair parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Bon, après chacun jugera. Je ne suis pas certaine que cette fermeté, cette agressivité du chef de l'État, puisqu'il est encore président, soit la bonne. Ça rappelle, je ne sais pas, on est dans un autre registre, mais qu'ils viennent me chercher, vous savez, sur l'affaire Benalla. Maintenant, c'est qu'ils aillent au pénal. Bon, je rappelle encore une fois qu'on est à 10 jours du premier tour. Ensuite, il a un peu mis de l'eau dans son vin, Emmanuel Macron. Il a repris votre argument en disant, écoutez, par exemple, pendant la pandémie, on était dans une situation d'extrême urgence, il fallait aller vite. Donc oui, on a eu recours au cabinet de conseil. Argument repris hier en conférence de presse par Amélie de Montchalin, Olivier Dussopt. Ok, sauf que ce millefeuille de communication est troublant. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le principal responsable prend en son nom cette communication de crise, c'est-à-dire Emmanuel Macron, pourquoi envoyer les autres? Pourquoi envoyer les lieutenants? Paradoxalement, ça peut donner... ça peut renforcer le soupçon, vous voyez Thomas. Donc je pense que c'est une mauvaise stratégie et qu'encore une fois, je le disais au début de cette chronique, cette étiquette de président des riches à tort ou à raison risque de lui peser pour le premier tour. On verra bien quel sera l'impact de cette polémique dans 10 jours. Oui, il aura certainement, Emmanuel Macron, l'occasion de répondre de nouveau, parce qu'on a bien vu que cette polémique n'était pas en train de s'éteindre, de répondre de nouveau à ces questions autour de l'usage des cabinets de conseil et de ces liens, puisqu'il y a eu votre article avec le cabinet McKinsey. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant, qui était posé, même si les opinions étaient
tranché. Gilles Clavol, je rappelle le titre de votre livre, Dans le silence de l'État, aux éditions de l'Observatoire, et puis votre article, Antoine Rouget, est évidemment à lire sur le site de Mediapart.